dernière partie de notre journée, donc qui concerne les enjeux des archives nativement numériques. Et on a le plaisir d'accueillir Leïla Dakhli, qui est chargée de recherche au CNRS et attachée au centre Marc Bloch à Berlin, et qui va nous parler donc des archives de la Révolution tunisienne, collecte et usage en sciences sociales. Donc Leïla, la parole est à toi pour 45 minutes maximum, et ensuite on discutera. Merci beaucoup, Leïla, d'être avec nous. Merci à vous deux pour l'invitation et merci pour cette journée passionnante dont j'ai pu saisir qu'une partie malheureusement, mais je suis très, je trouve ça passionnant ces discussions et ces réflexions que vous menez et qu'on peut mener ensemble. Alors je vais d'abord vous dire que je vais parler de quelque chose dont je ne suis pas exactement spécialiste ou peut-être je ne serai probablement pas la mieux placée pour en parler, mais bon, je vais essayer de le faire et je vais essayer de vous dire voilà, dans quel cadre moi j'envisage ces questions-là. Donc, on a fait ce qu'on a pu avec Mehdi et Augustin pour faire parler les principaux intéressés. Mais bon, ce n'était pas possible cette fois-ci. Je vais partager un petit PowerPoint, mais très léger avec vous. Attendez là, un instant, il faut que je le retrouve. Que je le... Tout à fait ça. Ça devrait aller là. Simplement, pour situer mon propos, je vais commencer par juste vous dire dans quel cadre je m'intéresse aux archives. Vous voyez mon écran, vous voyez que je ne sais pas quoi faire de petites choses qui bougent sur les côtés. Je vais y arriver. Alors bon, je travaille depuis 2 ans et demi dans le cadre d'un projet ERC qui s'appelle Dream, dont le titre énoncé complet est sous vos yeux aujourd'hui, qui ne s'intéresse pas qu'au Maghreb, mais aussi à l'ensemble du monde arabe méditerranéen, disons, hein, du Maroc à la Syrie, et dont l'un des aspects concerne les archives. Pas uniquement les archives nativement numériques, puisque la période couverte commence aux années 50 et évidemment, il n'y avait pas d'archives nativement numériques à ce moment-là. Mais donc, dans mon propos, je vais peut-être un petit peu naviguer sur d'autres choses que spécifiquement les archives de la Révolution tunisienne. Je me suis dit, en me préparant, que c'était peut-être intéressant pour vous d'aller un peu au-delà, sachant que je crois être la seule à parler de ce type d'archives-là, très, très récentes et très particulières. Donc, dans le cadre de ce projet, on collecte des archives, de différentes manières, je vais y revenir, mais surtout, on essaie de faire une sorte de description, hein, de catalogue, en fait, des archives disponibles pour faire des travaux historiques sur les révoltes et les révolutions dans le monde arabe. Alors, ça va d'archives très institutionnelles, hein, d'archives locales d'État ou d'archives consulaires, à des archives un petit peu moins institutionnelles, mais disons intermédiaires, hein, les archives d'associations, les archives de syndicats, de groupes constitués, et puis des archives privées, encore plus nombreuses que les autres, ou plus dispersées en tout cas. Et puis, il y a ce corpus très particulier sur lequel je m'étendrai un peu plus aujourd'hui, qui est celui de tout ce qui a pu être posté, diffusé, tout ce qui a pu circuler au moment des révolutions arabes. Hein. Vous le savez, si la question des archives des révoltes ne se limite pas au numérique, il est certain que les derniers épisodes révolutionnaires dans la région ont mis en avant une circulation extrêmement dense de documentation, en particulier d'ailleurs d'images et de vidéos, qui ont
disons dont la quantité dépasse très très largement ce qu'on a pu voir dans les épisodes précédents. Donc, dans le cadre de mon projet, par exemple, du projet qu'on mène, il y a une distorsion très très forte en termes de documentation accessible et de documentation en particulier produite par les révoltés eux-mêmes entre ce qui peut se passer, ce qui a pu se passer ces 10 dernières années et ce qu'on a pour les années 50, par exemple. Donc, c'est une des questions qui est au centre des questions qu'on peut se poser en sciences sociales sur la manière de traiter ces archives. Leur abondance est une question en soi. Dans le cadre de ce projet encore, on distingue bien sûr des travaux de collecte d'archives privées, par exemple personnelles, dont il serait nécessaire de faire une digitalisation. Il en a été question dans le panel précédent, la question de savoir comment on sauve les archives, comment on les préserve sous un format numérique éventuellement. Je pourrais y revenir un petit peu plus tard, mais là, ce dont je parle aujourd'hui, c'est d'archives qui sont nées numériques et qui donc circulent sous des formats numériques et sont présentes souvent stockées, alors on reviendra sur ce mot, sur le web. Et ces archives, elles posent aussi des problèmes de conservation, des problèmes de sauvetage, tout autant que les manuscrits ou les documents qui sont conservés chez des particuliers ou dans des institutions. Je dis cela parce qu'on a tendance à penser que les choses sont quelque part et qu'elles vont y rester, et ou en tout cas que le fait qu'elles soient digitales ne pose pas les mêmes problèmes de conservation, on ne poserait pas les mêmes problèmes de conservation que pour des documents plus précieux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes, on vient de parler de l'un des plus célèbres d'entre eux, celui de la British Library, qui a donc créé ce concept d'archives en danger, comme on parle aussi de Scholars at Risk, on parle aussi d'archives en danger. Et c'est vrai que ces archives en danger sont souvent, disons que c'est les archives les plus précieuses, ou considérées comme les plus précieuses, qui bénéficient du soutien qu'il peut y avoir autour des archives, même si on sait qu'il n'y en a jamais trop et qu'il ne s'agit pas de mettre en concurrence différents types d'archives. Une des idées, me semble-t-il, à retenir sur ce volet spécifique des archives digitales, nées digitales, c'est qu'elles ne sont pas forcément considérées comme des trésors précieux, comme on a pu... J'avais mis un petit exemple là, par exemple, quand je travaillais précédemment sur d'autres projets, quand on voit une collection privée, ici celle de la Khalidi à Jérusalem, on a bien souvent des programmes dédiés pour les manuscrits ou pour les textes plus précieux, traités de lois, archives aussi familiales précieuses. Et puis, si on travaille sur le monde contemporain ou sur les mondes contemporains et qu'on veut aller chercher des choses un peu moins anciennes, on se rend compte que, par exemple, à la Khalidia, les archives de la famille Khalidi des années du 19e siècle ou du début du 20e siècle sont, elles, conservées dans des conditions un peu plus précaires, disons. Donc, disons que le dernier bout du chaînon, c'est ces archives nativement numériques, et souvent, on a du mal à convaincre à la fois les producteurs, leurs producteurs et les institutions de la nécessité de les conserver et de leur donner le statut d'archive. C'est la question peut-être qui se pose le plus souvent. Là, j'ai un autre exemple de ces questions archivistiques qui sont donc, que j'essaie de situer là dans les questions posées dans l'ensemble du monde arabe, puisque il ne s'agit pas là pour moi de séparer le Maghreb du reste, puisqu'il y a quand même des différences entre les régions, mais on peut saisir ensemble cette affaire des archives dans la région. Donc souvent, on a affaire à des institutions qui s'arc-boutent sur leur trésor, disons, leurs trésors archivistiques, en particulier ceux qui sont les plus précieux. Et puis, à côté de ça, on a des initiatives privées essentiellement,
et il faut bien le reconnaître, plutôt au Moyen-Orient, un peu plus au Moyen-Orient qu'au Maghreb, qui vont se charger d'un travail archivistique patrimonial, hein, patrimonialisé, disons, euh, dans des lieux privés de dépôt, hein. Ici, j'ai pris l'exemple de Oumam, hein, qui est cette institution fondée par Luqman Snim, dont vous savez qu'il a été assassiné il y a quelques semaines, une institution dédiée à la mémoire de la guerre civile au Liban, et qui recueillait et continuera à recueillir des dons privés qui vont de bibliothèques personnelles à parfois des collections entières d'institutions ou d'associations plutôt culturelles. Et donc ces lieux sont souvent des lieux un petit peu mixtes, disons, dans lesquels on a à la fois de la conservation et de la présentation extérieure de tous ces travaux, et qui se rattachent beaucoup plus à des questions mémorielles, hein, qu'à des questions proprement dites historiennes. Alors pourquoi est-ce que je fais tout ce détour? C'est pour essayer de situer ce qui s'est passé avec les archives de la Révolution tunisienne. J'ai pris d'autres exemples sur les révolutions cette fois-ci. Au moment des révolutions, on voit, disons, on assiste à une sorte de prolifération documentaire, disons, qui est à la fois la production de la révolution, mais aussi un de ses langages. Comme on le sait, hein, les révolutionnaires sont descendus dans la rue avec leurs téléphones portables, leurs outils pour filmer, diffuser, et ces outils ont circulé de plusieurs manières qui sont aujourd'hui assez connues, hein. Dans certains cas, cette circulation militante ou cette fabrication d'archives militantes, elle s'est faite quasiment sur le vif, hein. Là, je vous montre, vous avez sous les yeux l'exemple du collectif 858, hein, qui est un collectif égyptien. Les militants du collectif, le collectif s'appelle Mousseline et l'archive 858. Le collectif Mousseline, c'est un ensemble d'activistes qui étaient aussi des médias activistes, donc qui descendaient dans la rue avec des outils pour filmer, et qui ont fabriqué un outil vraiment ad hoc pour conserver les archives de la révolution égyptienne, dans un but assez, en tout cas très explicite sur leur site, hein. D'abord, comme les initiatives précédentes que j'ai mentionnées, donc se souvenir, conserver une partie de l'histoire qu'ils avaient vécue. Deuxièmement, peut-être maintenir une sorte de mémoire, maintenir ouverte une mémoire militante, qui est aussi un des ressorts de la révolte, hein. Donc maintenir une émotion en partage, quelque chose qui fait que quand on se rappelle, on ressuscite, disons, l'indignation qui a fait qu'on descend dans la rue. Et puis, disons, le troisième objectif explicite, c'est celui de se battre pour faire justice, hein, de conserver des traces pour pouvoir aussi se servir de ce matériel dans des procès, par exemple. Donc, dans les collectes militantes, ce que moi j'appelle les collectes militantes ou les productions d'archives militantes, souvent les objectifs sont très explicites, hein. On peut citer par exemple, dans un autre ordre d'idées, la collecte d'archives féministes qui a lieu en ce moment en Algérie, hein, qui a été lancée dans le cadre du Hirak. C'est à la fois une collecte d'archives historiques anciennes, mais elle se perçoit comme l'une des facettes de la lutte en cours en Algérie. On pourra revenir sur ça si on veut. Le cas tunisien, dans ce cas, est justement très particulier et très différent de ça, même si il a des parentés, disons. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il est différent? D'abord parce qu'il n'a pas été pris en charge au moment de la Révolution. Il a été pris en charge de manière tardive, enfin, disons relativement tardive, par une série d'acteurs, hein, que je vais essayer de vous décrire ici.
Il s'est passé que cette collecte dont je vais vous parler, elle a été provoquée par une sorte d'incident, enfin pas véritablement un incident, mais en tout cas par une anecdote incidente, disons, qui est l'écriture par un écrivain français, Jean-Marc Salmon, d'un ouvrage qui s'intitule 29 jours de révolution sur la révolution tunisienne. Jean-Marc Salmon, en écrivant son livre, se rend compte, il n'est probablement pas le premier à s'en rendre compte, que les vidéos, les supports dont lui parlent les gens qu'il va interviewer, sont en train de disparaître, deviennent très très difficiles à retrouver sur le net. Il alerte un certain nombre de gens qui décident de créer justement un collectif pour retrouver les matériaux qui ont fait la révolution. Donc, ces fameuses, enfin, ces vidéos qui en fait étaient fameuses dans l'esprit de beaucoup de gens, mais qui étaient très difficiles à retrouver en fait à ce moment-là. Alors donc ça commence, la question de la collecte commence par la peur de l'effacement, l'effacement des journées révolutionnaires et des épisodes spécifiques. Cette question de l'effacement, durant les 29 jours en question, ou quelques temps plus tard, elle avait pourtant été déjà assez visible, elle avait déjà été assez claire, puisque dès les mois qui ont suivi la chute de Ben Ali ou les sit-ins de la Casbah, on avait vu les révolutionnaires eux-mêmes effacer par exemple les graffitis, remettre en place absolument toutes les traces des journées révolutionnaires. Et ces traces, elles avaient été simplement capturées par des journalistes, bien sûr, mais aussi un certain nombre d'artistes ou de collectifs d'artistes qui avaient cherché à travailler à partir de ce matériau. Mais les archivistes ou les historiens n'avaient pas forcément cherché à intervenir dans cette question de l'effacement ou de l'effacement qui se déployait sous nos yeux littéralement à ce moment-là. En revanche, la question des archives, elle a été posée très tôt, au moment de la Révolution, mais disons dans d'autres contextes, avec d'autres idées en tête. Le premier, c'était la question du maintien de la continuité de l'État, à partir des archives nationales. Les archives nationales ont très vite annoncé qu'elles essaieraient de maintenir la continuité de l'État. Et dans un autre, et en même temps que cette continuité, elles ont affirmé leur autonomie ou leur demande d'autonomie nouvelle. Ça s'est affirmé autour de deux affaires principalement. L'une, la plus importante, c'est celle de l'affaire de la présidence de la République en 2000. Tout d'un coup, je n'ai pas noté la date, donc ça ne va pas revenir. C'est en 2013, je pense, 2012 ou 2013, lorsque le président Marzouki, à l'époque, publiait un livre sur les archives noires de la présidence, et qu'il a accès donc à un certain nombre d'archives qui étaient restées au palais. Les archivistes des archives nationales se saisissent de cette question-là pour négocier la possibilité d'intégrer ces archives au sein des archives nationales. Cette affaire, elle va durer un certain temps et il y aura un certain nombre de rebondissements jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à récemment, j'y reviendrai. Mais elle se couple avec une autre affaire qui est importante pour nous, qui est celle qui concerne la justice transitionnelle. Puisque au moment où est créée la commission, l'instance Vérité-Dignité, l'instance Vérité-Dignité demande l'accès à des archives spécifiques pour pouvoir traiter les dossiers. Et comme l'instance Vérité-Dignité se saisit d'une justice transitionnelle définie à partir de 1956, donc à partir de l'indépendance, elle demande à revenir à des archives, y compris anciennes. Et donc, elle noue une relation particulière avec les archives nationales.
Et c'est à partir de ces deux affaires, je dirais, hein, de manière croisée, puisque l'instance Vérité et Dignité va elle aussi demander à avoir les archives du palais, que les archives nationales, et en particulier Hedi Jaleb, qui aurait été parfaitement à même de vous parler de tout ça mieux que moi, se saisissent de cette opportunité pour renforcer l'autonomie des archives nationales. Alors pourquoi je vous parle de tout ça alors qu'il ne s'agit pas forcément d'archives nativement numériques? C'est parce que je pense que ce qui s'est passé aussi sur les archives de la Révolution tunisienne accompagne ce mouvement d'autonomisation des archives nationales. Puisque lorsque le collectif citoyen, disons le collectif de la société civile, se saisit de la question posée par Jean-Marc Salmon et en effet forme le projet de collecter les archives de la Révolution tunisienne, s'associe immédiatement à ce projet. Alors j'ai retrouvé le site de l'expo qu'ils ont fini par faire. Je vais trouver ça. S'associe à ce projet un certain nombre d'acteurs. Ce sont déjà, je ne sais plus comment c'est fait. Le site est très mal fait, donc j'ai un peu du mal à... Alors, est-ce que c'est qui sommes-nous? Probablement. Voilà. S'associe à ce projet un certain nombre d'individualités, plus ou moins symboliques, avec d'autorités morales, mais disons que l'aspect technique repose essentiellement sur les archives nationales et une équipe d'archivistes qui sont associés, voilà, les archivistes, bibliothécaires et documentalistes. Si vous faites le tour un petit peu du site, vous verrez que la plupart des instances documentaires ou plus ou moins liées à l'histoire contemporaine tunisienne se retrouvent dans ce collectif. Et au final, le projet se met petit à petit en place, disons à partir de 2016. Il se met en place sous une forme à la fois très institutionnelle et en même temps très bottom-up, avec une équipe de jeunes chercheurs et étudiants qui vont aller retrouver les gens susceptibles d'avoir conservé les traces de ces... Enfin, les traces, non, les vidéos elles-mêmes et les images et éventuellement les textes qui ont pu circuler. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, on l'a dit, je crois, ça a été évoqué très rapidement tout à l'heure, une des questions qui se pose avec la digitalisation, avec les archives digitales, c'est que leur format se transforme, leurs conditions du coup de préservation ou de conservation sont très particulières et très spécifiques. Et là, à rebours, ce qui s'est passé, c'est que les formats dans lesquels ces vidéos ont circulé donc en 2011 sont aujourd'hui, disons aujourd'hui, en tout cas il y a 3 ans, ou 2 ans, au moment où se préparait la collection et l'exposition qui est allée avec, dont vous voyez ici l'affiche, eh bien, on ne pouvait déjà plus lire une partie de cette documentation. Donc il a fallu aussi avoir recours à des techniciens qui ont été capables de retravailler cette matière-là, de l'homogénéiser aussi pour la rendre visible pour l'exposition, mais aussi pour la rendre conservable en tant que collection. Donc ceci a été mis en œuvre par une équipe assez resserrée, en fait, disons, à part pour la collecte, où il y a eu des dizaines de personnes qui ont participé à la collecte. Ensuite, pour le traitement de cette collecte, ça a surtout reposé sur 4-5 personnes qui avaient chacune des compétences techniques différentes et qui étaient chargées donc de faire de cette collecte une collection. Aujourd'hui, cette collection n'est pas accessible. Elle a beau être nativement numérique et elle aurait pu se retrouver sur le net. Alors évidemment, une partie d'entre elles est encore retraçable si on fait l'effort de circuler dans le net tunisien. Mais la collection telle qu'elle a été rassemblée, elle est déposée aux archives nationales.
déposé sous une forme qui pose problème, justement, pour les historiens et pour les sciences sociales. Parce qu'en réalité, ce projet étant... alors, elle pose problème et elle n'en pose pas. C'est-à-dire qu'elle est une collection que moi, je considère comme une collection privée déposée aux archives nationales. Si on veut la lire, ou si on veut la comprendre, il faut la comprendre comme ça. C'est-à-dire qu'elle est en réalité une collection produite par ce collectif, très hétéroclite, autour d'un questionnement qui évidemment, comme tout questionnement, n'est pas neutre, mais qui en est un, qui était reconstituer les 29 jours qui ont mené à la chute de Ben Ali. Comme le dit le titre de l'exposition, il s'agit donc avant le 14 janvier, et donc les journées qui ont précédé le 14 janvier. Une sorte de vision, je n'oserais pas qualifier de téléologique, mais qui l'est un petit peu, mais qui déjà donne une lecture de la manière dont a été produite cette collection. Et donc, si vous allez aux Archives nationales et que vous demandez à accéder à cette collection, vous aurez en fait sous les yeux, je n'ai malheureusement pas, parce que je n'ai pas pu avoir l'inventaire lorsque j'ai vu la dernière fois, il n'était pas complètement terminé, mais je sais à quoi il ressemble. Il ressemble en fait à une série de dates avec des lieux. Donc vous aurez, je ne sais pas moi, le 17 décembre, ça commence à Sidi Bouzid, etc., et des villes autour, et les journées succèdent. Et on voit, et c'est intéressant d'ailleurs de voir que à chaque journée, on a de plus en plus de dossiers avec de plus en plus de lieux où circulent des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut dire, bon, évidemment, on peut faire ce qu'ils ont fait déjà, c'est-à-dire reconstituer un certain nombre d'épisodes importants qui mènent au 14 janvier. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en plus. On pourrait imaginer, évidemment, poser d'autres questions à ces archives, y compris des questions plus techniques sur l'appropriation de la technique vidéo, sur la manière dont elles ont été comment dire, envoyées, relayées. C'est des choses qui ont pu être travaillées sur la manière dont des gens ont pu poster des vidéos et les envoyer à des médias, ou plutôt les envoyer à d'autres personnes qui étaient mobilisées. Mais toute cette circulation de cette information, elle est très difficile à retrouver uniquement avec cette collection, puisque en fait, on a en face de nous essentiellement, disons, les vidéos et les images. De temps en temps, la collecte a permis aussi d'identifier les personnes qui ont pu tourner ces images. Mais ce n'est pas forcément toujours complètement sûr non plus. Donc c'est vraiment une collection qui pose presque autant de questions qu'elle n'en résout, et qui surtout pose des questions nouvelles aux archives elles-mêmes, parce qu'elle est prise dans un écrin qui n'est pas celui d'une collection privée comme OMAM, que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure. C'est-à-dire, quand on va chez OMAM, on sait à peu près où on est. On est dans une entreprise mémorielle et on a essentiellement des archives privées avec une combinaison de livres et d'objets hétéroclites, etc. Quand on va aux archives nationales, on n'est pas exactement au même endroit. On est dans les archives de l'État tunisien. Et on a des espaces que Hadi Chelleb et son équipe sont en train de développer de plus en plus, et qui sont des espaces, à mon avis, passionnants, mais des espaces très particuliers et qui doivent trouver leur place au sein des archives nationales. Je pense par exemple aux appels aux dons d'archives personnelles ou d'archives privées, d'intellectuels ou de grands commis de l'État qu'ils ont cherché à recueillir et qu'ils ont aussi maintenant aux archives nationales. Et au milieu de ça, il y a donc deux ovnis archivistiques, celui dont je viens de parler, celui de la Révolution, et l'autre qui est celui de la justice transitionnelle, puisque l'IVD, l'instance Vérité et Dignité, a également déposé ses archives aux archives nationales, archives qui contiennent des archives qui lui ont été confiées, dont une partie d'ailleurs n'est pas accessible via les archives nationales. Donc ça pose des problèmes de ce type-là.
Et puis, évidemment, les archives des travaux même de l'IVD. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à travers cette question des archives révolutionnaires ou des archives des révolutions, se pose au fond la question du lieu de dépôt et de la manière dont on peut déposer ces archives-là. Ça, c'est des questions, et je reviens peut-être à ce qu'on essaye de faire nous dans le cadre du projet, puisque au fond, c'est une question qui se pose aussi bien pour nous que pour d'autres. Autant, moi, je comprends très bien ce que je fais quand j'analyse un corpus archivistique produit par un collectif militant, par exemple, comme 858 dont je parlais tout à l'heure, puisque, comme tout fonds archivistique qui a un producteur identifié, on peut le lire à l'aune de cette production-là. Et puis, on peut évidemment comprendre pourquoi à la fois dans une perspective militante, on veut conserver cette archive, et pourquoi aussi on peut vouloir l'étudier historiquement. Autant quand on a face à soi une production comme celle d'avant le 14, de l'instant tunisien, on est face à plein de questions nouvelles, d'interprétation, d'usage possible des archives. Alors, je ne dois pas faire mon oiseau de malheur, mais pour l'instant, personne n'a vraiment travaillé à partir de ce dépôt. Mais pour l'avoir eu sous les yeux, j'ai essayé de faire l'exercice, de me dire qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Eh bien, pour l'instant, je ne vois pas beaucoup, malheureusement, ce que je pourrais faire de ça. Mais c'est intéressant aussi de se poser cette question-là. C'est-à-dire qu'on peut aussi concevoir ce fonds d'archives comme une sorte de fonds témoin, tout simplement, et strictement mémoriel, sur ces journées révolutionnaires, qui pourraient servir de ressources, simplement, de ressources documentaires plutôt que de fonds d'archives, et donc être simplement un recours, ou pour venir vérifier des informations qu'on n'a pas, ou pour venir revoir des épisodes mentionnés ici ou là. Mais évidemment, ce n'est pas exactement la fonction, en tout cas, ce n'est pas la fonction forcément historienne de l'archive. Dire ça, ce n'est pas forcément critiquer le projet en soi, parce que je ne sais pas comment il aurait pu être mené de manière différente, d'une certaine manière, vu la manière dont il est né et vu la manière dont il a été mené. Je pense que c'est un projet de sauvetage patrimonial nécessaire. Donc, moi, je le conçois comme ça, comme une sorte d'entreprise de sauvetage patrimonial. Mais il est pour l'instant, en tout cas, beaucoup trop isolé au sein des archives nationales tunisiennes pour pouvoir, en réalité, entrer en dialogue avec d'autres fonds d'archives possibles. On peut imaginer, par exemple, que se poursuive une collecte de matériaux liés à la Révolution et qui permettrait de donner sens à ça. On peut imaginer, par exemple, une collecte plus raisonnée de l'ensemble des productions nées digitales aussi, de ceux qu'on a appelés les blogueurs de la Révolution tunisienne. Dans ce parcours des 29 jours, on n'a pas cette archive-là. Or, on sait qu'une bonne partie des images qui sont dans la collection ont circulé via ces blogs de la Révolution tunisienne. Donc, en fait, pour donner sens à la collecte, il faudrait poursuivre la collecte avec d'autres matériaux qui, là aussi, sont des matériaux qui ont des producteurs. Chacun de ces blogueurs peut être considéré comme un détenteur d'archives et pourrait permettre d'avoir une sorte d'éclairage et qui ferait de tout ça un fonds archivistique consacré à la Révolution et qui aurait du sens, qui mettrait aussi en dialogue avec ce qui a été conservé des archives de l'instance Vérité et Dignité. C'est une hypothèse, une proposition, c'est des discussions qu'on a quand on a l'occasion d'en parler aux archives nationales, et il me semble que ça peut ouvrir sur d'autres choses. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi est-ce qu'on a ces discussions à Tunis? C'est parce qu'à Tunis, évidemment, c'est plus facile de les avoir qu'ailleurs. Et donc ça, il faut reconnaître que
la manière dont les archives nationales se sont emparées de cette question est extrêmement ouverte et permet d'avoir un dialogue avec les sciences sociales et les historiens en particulier sur ce qu'on pourrait imaginer être une archive. Hein. Il faut se souvenir qu'en Égypte, par exemple, juste après la chute de Moubarak, il y avait eu une grande entreprise de réflexion sur les archives de la Révolution qui avait été menée. Hein. Et elle a évidemment été stoppée net avec l'élection de Morsi ensuite. Mais c'est des discussions qui ont été, qui à mon avis, ont quand même déjà fait progresser un peu la manière dont on peut travailler avec cette contrainte particulière, ou cette contrainte, ou cette richesse particulière, qui est la profusion de matériaux numériques. Voilà. Donc, ce que je veux dire simplement pour conclure, c'est que cet exemple tunisien, il est à la fois complètement exceptionnel, au sens où nulle part ailleurs, il y a eu vraiment une entreprise de collecte étatique de matériaux révolutionnaires qui seraient déposés dans une institution type Archives nationales. Donc, on ne peut pas vraiment le comparer à d'autres exemples. Mais en revanche, on peut comparer cet exemple-là avec d'autres initiatives qui ont eu lieu et que nous, dans le cadre de notre projet, on essaye disons de rassembler, et de repérer et de reconnaître pour essayer de voir ce qui pourrait en effet faire archive. Non pas simplement au sens banal de disons, recueil de documentation ou recueil d'images ou d'illustrations, mais vraiment archive au sens où il y aurait une circulation possible au sein de cette documentation, il y aurait une compréhension possible de collection. Et là-dessus, il y a quelques hypothèses possibles. Moi, je tiens à l'hypothèse du producteur. Je pense que c'est celle qui permet le mieux d'avancer. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a un producteur identifiable pour une archive ou une série d'archives, on peut l'interpréter et on peut la mettre en dialogue avec d'autres séries de producteurs. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Ça permet aussi comment dire ça, c'est très difficile, en particulier justement, comme dans le cadre des premières journées révolutionnaires tunisiennes, lorsqu'en réalité la production, la production d'images, elle est entre les mains de gens qui ne vont pas se soucier eux-mêmes de fabriquer leur archive. Hein, les images qui ont été prises à Gassine ou à Sidi Bouzid, les premiers jours, elles ont circulé via on appelle ça des cafés Internet. Voilà. Et elles ont été saisies dans une sorte de moulinette via YouTube, via un certain nombre de réseaux, mais personne parmi les producteurs de cette archive-là n'a voulu ou recherché par la suite à ressaisir tout ça, comme ça a pu être le cas pour certains médias activistes ailleurs. Ça n'empêche pas qu'on peut, à partir du moment où il y a eu cette initiative de l'instant tunisien, considérer que là, il y a une production et qu'elle nous dit quelque chose sur un aspect particulier des révolutions. L'autre chose que je voulais dire, c'est que quand on réfléchit à tout ça ensemble aujourd'hui, en essayant de trouver des outils, nous, on y répond de plusieurs manières. Hein. La première manière, c'est de repérer ces entreprises archivistiques. La deuxième, c'est de s'assurer que ces entreprises sont pérennes, ou en tout cas ont trouvé des moyens de se pérenniser. Ce n'est évidemment pas toujours le cas. Je le disais, il n'y a pas toujours des aides. Nous, on travaille avec l'Institut d'histoire sociale d'Amsterdam, qui est spécialisé dans ce type d'archives-là, hein, ce qu'on appellerait des archives pauvres, où ils travaillent à la fois sur des tracts militants très anciens, écrits sur des papiers évidemment de basse qualité, donc qui posent des problèmes de conservation matérielle spécifiques. Mais du coup, ils ont renouvelé leur spécialisation sur les supports numériques et pour essayer d'accompagner les transformations pour que ces supports numériques soient encore lisibles. Donc, très récemment, par exemple, on a renvoyé des disquettes qu'on a retrouvées chez un militant algérien, donc des vieilles disquettes
justement parce qu'ils sont capables d'essayer de retrouver les contenus. Alors, on a trouvé une partie des contenus, mais pas tout. Mais c'est vrai qu'on tombe souvent sur ce genre de choses. Et voilà, on se souvient des disquettes, enfin certains d'entre nous s'en souviennent encore, mais, par exemple, ne serait-ce que les vidéos qui étaient celles du début de la révolution tunisienne, sur les petits téléphones à clapet comme ça, elles avaient des formats qui ont aujourd'hui totalement disparu. Donc voilà, tout ça va très vite et je pense qu'il faut avoir aussi s'entourer de techniciens, enfin, ou d'experts qui sont capables de pérenniser ce type d'archives. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand-chose, si ce n'est que voilà, c'est une contribution qui ouvre plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Simplement, si l'une des ambitions qui est la vôtre est d'offrir comme ça, de déployer des possibilités à la fois d'accéder à des ressources, mais aussi de réfléchir avec les ressources. Je pense que cet exemple-là est un bon exemple de ce qui peut arriver aussi quand il y a une sorte de surmultiplication de ce que beaucoup de gens appellent banalement des archives. C'est qu'en fait, le sens même de l'archive se perd. Il faut ensuite recréer à l'intérieur de cette abondance un sens qui permet de les lire comme des archives. On pourrait revenir sur les appels à collecte qui ont été faits, par exemple, dans le cadre du Hirak algérien, des appels à collecte faits par des chercheurs ou qui sont des sortes de réactions que moi je trouve normales et qui me semblent sympathiques a priori, dans l'idée que quand on voit passer sous nos yeux tellement de choses passionnantes, on a envie de tout garder. Il faut se souvenir que le travail de l'archiviste, c'est surtout un travail de tri, qu'il passe beaucoup plus de temps à jeter qu'à conserver, et que donc, pour jeter correctement, il faut tracer des chemins à l'intérieur de cette profusion d'archives. Et je crois que c'est le défi le plus important qui est le nôtre quand on travaille sur du matériau aussi frais et aussi fragile que celui-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Leïla, pour cette présentation très riche, effectivement, et qui ouvre plein de perspectives. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, vous pouvez poser vos questions par Moi, écrit. j'ai juste une remarque. Tu m'as mis un commentaire sur le chat pendant que j'étais en train de partager, donc je ne voyais pas du tout le chat. Oui, d'ailleurs, si tu peux donner peut-être l'adresse du Je n'avais site. pas vu le site. Ouais. D'accord, je vais y revenir. S'il te plaît. Bon. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole ou les poser par écrit. N'hésitez pas. Merci, Léa. Moi, je veux bien commencer, Je t'en prie. mais sans en frustrer d'autres. Merci beaucoup, Leïla. Franchement, c'était hyper intéressant et ça tranche tellement avec le reste que c'est encore plus intéressant. Non, et puis, c'est des questions que je ne m'étais pas du tout posées parce que parce que je suis un peu vieil historien, quoi. Non, non, mais c'est-à-dire que je réfléchis plutôt au 19e, au premier 20e. Du coup, c'est des questions que je ne me suis pas posées, mais c'est vrai que dans quelle mesure Digimag peut servir aussi, enfin, dans quelle mesure notre projet, c'est de recenser, de cartographier, d'améliorer l'accessibilité aux archives sur le Maghreb en France. Mais du coup, en fait, là, ça pose plein de questions parce que ce net, il n'est pas spécialement national. Donc, dans quelle mesure il y a des archives sur ces révolutions, où il y a des archives nativement numériques françaises sur le Maghreb? Enfin, là, notre cadre qui est bon, qui vaut ce qu'il vaut, parce que c'est un cadre institutionnel, là, il est complètement, il vacille totalement. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, évidemment, c'est aussi le fait que nous, on réfléchit plutôt à améliorer l'accessibilité, la visibilité de ressources publiques.
Et là aussi, du coup, ça pose plein de questions. Est-ce qu'on essaye d'offrir, est-ce qu'on pourrait envisager d'offrir des infrastructures qui permettraient à des Français, enfin des institutions ou des chercheurs français de mener des projets comme ça, et en même temps tu montres bien les limites d'un projet comme celui des archives de la Révolution tunisienne. Enfin, je pars un peu dans tous les sens, pardon, hein, mais c'est pour dire que vraiment Enfin, en fait, ce serait vraiment super de réfléchir avec toi à la façon dont nous, concrètement, on peut être utile. Je ne sais pas si tu y as un peu réfléchi. Bon, j'imagine que toi, tu as aussi des perspectives avec ton ANR, avec ton ERC et les moyens que ça donne. Tu n'as pas forcément besoin de nous, mais peut-être que tu peux repérer des besoins qu'auraient d'autres chercheurs. En tout cas, vraiment, c'est passionnant. Non, mais alors je pense que si, on a tous besoin les uns des autres, parce qu'en réalité, je pense que ce qui vaut, ce qui est le plus important, c'est de connecter les différentes plateformes, enfin, si plateformes il y a. Nous, on a décidé avec le RC de ne pas faire une autre plateforme sur la plateforme, parce que, en tout cas pas sur la période la plus récente, mais plutôt d'identifier ce qui est là, de faire une cartographie plutôt. Et à chaque fois qu'on a des archives, disons, nouvelles qui arrivent à nous, elles sont déposées à Amsterdam. Donc, elles intègrent la collection. Donc, on ne fait pas de travail d'archiviste nous-mêmes. À Tunis, par exemple, c'est souvent les archives nationales, quand on trouve quelque chose, des fois on trouve des archives, ou en tout cas on vient nous voir avec des archives. Si ça ne pose pas de problème pour le producteur, évidemment, on préfère qu'elle reste sur place, c'est le principe de base. Il y a mon chat qui nous a rejoints, comme d'habitude, on le voyait. Mais surtout, si ça ne pose pas de problème, on essaye de faire en sorte que ce soit traité aussi dans le cadre voilà, des archives institutionnelles locales et ici des archives nationales. Mais quand ce n'est pas possible, il y a plein de pays où évidemment ça l'est moins, on propose un dépôt sous forme numérique ou sous forme papier, plutôt à Amsterdam, puisque c'est avec eux qu'on travaille. Parfois, ça peut faire plus de sens que ce soit en France. Donc, il fut un temps où il y avait l'association générique, et puis comment elle s'appelle la BDIC maintenant, j'oublie toujours. La contemporaine. La contemporaine, pardon, qui a un fonds, voilà, qui a des collections d'archives privées de militants de la diaspora, hein, algériens en particulier, tunisiens aussi. Et donc ça, c'est aussi, je trouve important de réfléchir au cas par cas, en se disant où est-ce que ça fait plus de sens de déposer telle ou telle archive ou telle description d'inventaire pour que justement elle résonne avec d'autres. Quand on regarde, bien sûr, c'est en fonction des recherches qu'on fait, mais si nous, à partir de notre perspective révoltée, on se rend compte que voilà, ces archives de la diaspora, elles ont été un peu... Il y a ce travail un peu centralisé de générique, mais il y a aussi des choses qui sont aux archives nationales, on ne sait pas trop pourquoi, des associations de l'immigration qui se sont retrouvées aux archives nationales, en l'occurrence françaises. Hein. Voilà, c'est pas très grave et c'est pour ça que ça a du sens après de faire juste un petit guide quoi, pour savoir où aller chercher tout ça. Je pense que ce qui est pour être le plus productif d'un travail en réseau, ça serait ça. Ce serait de dire, bon, bah, moi j'ai trouvé à tel endroit telle chose et peut-être que ça vaut la peine de l'intégrer aux archives sur le Maghreb, même si au départ on n'a pas l'impression que c'est un lieu où on a l'habitude d'aller. À commencer par Amsterdam, ce n'est pas un lieu où les gens qui travaillent sur le monde arabe vont régulièrement. Mais en fait, il y a des ressources, en tout cas de ce type-là. Voilà, donc ça, moi, on peut imaginer ce genre de choses. Et puis peut-être aussi plutôt une réflexion en commun sur ce que c'est au fond qu'une archive digitale ou qu'une archive en contexte digital. Enfin, comment est-ce qu'on peut le penser de manière un petit peu utile pour notre contexte à nous, qui est celui de la recherche, quoi. Est-ce que, à ta connaissance, il y a des institutions de conservation d'archives qui réfléchissent à ces problèmes en France? J'imagine que les archives nationales, peut-être, ou bien la contemporaine, je ne sais pas, sur ces questions d'archives nativement numériques. Il y a la BNF. À la BNF, j'allais le dire.
C'est la BNF qui est plus en pointe sur ces questions-là. Et ce qu'on appelle le dépôt légal du web, en fait, Voilà. qui moissonne toutes les années des sites qui sont déclarés, en fait, qui conservent une trace de ces sites-là. C'est plus eux qui, d'ailleurs, au moment des révolutions, ils avaient lancé une de ces collectes sur un certain nombre de blogs. Donc, si d'ailleurs il y a eu un moissonnage des blogs tunisiens, il a été fait depuis Paris. Aujourd'hui, ça serait possible de retrouver toutes les archives de ces blogs-là, hein, y compris dans les archives du net. On retrouve ces choses-là. Il y a aussi des initiatives privées qui travaillent dans ce sens-là. Hein. Alors, beaucoup moins, encore une fois, beaucoup moins au Maghreb qu'ailleurs. Hein. Mais par exemple, en Égypte, il y a un groupe qui s'appelle Daft al-Wahwel qui fait un travail extraordinaire de moissonnage du net et d'archivage raisonné de tout ce matériel, et puis y compris en allant bien en amont des journées strictement révolutionnaires de 2011. Il y a une question de Hassan Agoun dans le chat. Est-ce qu'il y a une réflexion donc, sur le moyen d'archiver, de traiter les données produites sur les réseaux sociaux en particulier? Ouais. Oui, alors il y a une réflexion, mais il y a encore beaucoup de trous dans la réflexion. D'abord parce alors là, en tout cas, moi en particulier, mais nous tous en Europe, hein, on est touchés par les lois européennes sur la protection des données. Je ne dis pas que c'est des mauvaises lois, hein, mais bon, en gros, on a le droit quand même de donner toutes nos données à Facebook, mais on n'a pas forcément le droit, nous, de les récupérer pour la recherche, ce qui est quand même un petit problème. On est censé travailler sur ces réseaux-là en anonymisant absolument tout. Ce qui pose plein de problèmes pour les historiens. L'anonymisation, elle est problématique. Alors, donc, les sociologues et les anthropologues, souvent, n'ont pas trop de problèmes avec ça et arrivent à travailler avec ce matériau en l'anonymisant. Nous, on ne fait pas vraiment ça. Donc, après, on circule dans une espèce d'entre-deux. Pour l'instant, en fait, il est absolument possible d'uploader, hein, d'attraper tout le contenu d'une page Facebook publique, d'une page Facebook qui est celle d'un groupe, par exemple, ou il y a des logiciels pour faire ça. Ça prend un peu de temps, mais on peut vraiment tout avoir. Nous, on le fait quand on considère que cette page Facebook est l'archive d'un groupe et qu'on a pris contact évidemment avec le producteur qui nous autorise à le faire ou qui le fait lui-même ou qui a une archive qui dépose lui-même. Donc, on considère que le propriétaire de la page Facebook est le producteur, quoi, et celui qui l'a créée, etc. Or, en fait, légalement, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, on est dans un interstice, en fait. Parce que, par exemple, dans ces groupes, on peut avoir des gens qui postent des vidéos prises par d'autres gens et qui les intègrent dans leur feed Facebook. Et là, ça devient compliqué d'aller chercher absolument tous les consentements de tous les gens qui ont déposé des contenus. Donc nous, par exemple, on fait signer un consentement à la personne qui gère la page, mais voilà, donc ça reste un petit peu compliqué. À Amsterdam, en fait, ils nous ont dit, quand on a discuté de ça avec eux, avec les archivistes, ils ont dit, bon, on prend, et puis en effet, on supprimera les contenus s'il faut les supprimer. La question étant que nous, comme on ne les rend pas publics, on les met à la disposition de la recherche, donc il faut venir les consulter, etc. Ce n'est pas des choses qu'on met en ligne. Ça pose moins de problèmes de droit, etc., que si c'était vraiment en vue d'une diffusion. Mais ça reste quand même assez délicat, je dois dire. C'est évident qu'il vaut mieux que les personnes qui fabriquent elles-mêmes des archives, hein, donc qui fabriquent des pages Facebook dans l'idée que ce sera des archives, s'assurent, il faudrait mieux, qu'elles s'assurent à chaque fois que le matériel qu'elles font circuler ou qu'elles stockent leur appartient. Or, ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'arrive jamais.
C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour ça. Hein. Le principe du partage, c'est précisément, on fait passer des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc voilà, ça pose plein de problèmes d'ordre juridique, hein, et d'ordre éthique. Donc voilà, pour l'instant, on bricole encore pas mal. Et puis, c'est au moment en fait de l'ouverture au public en fait, que ces questions vont se poser, même si c'est que le public des chercheurs. Est-ce qu'on a le droit de déposer ou pas? En tout cas, une des pistes, me semble-t-il, si c'est une question la question est assez pragmatique, une des pistes, c'est de se considérer comme un producteur, c'est-à-dire de dire que, au fond, on s'assure que le matériau qu'on archive ou nous appartient ou on est capable de retracer son origine, ce qui permettra ensuite, éventuellement au moment du dépôt et au moment de la question, enfin, où se pose la question de l'accès à cette documentation, de s'assurer qu'on peut le faire. Encore une fois, ces questions ne se posaient pas, se posaient jamais avant. Hein. On a des archives, par exemple, je pense, pas très longtemps, on regardait les archives de la Fédération des ciné-clubs en Tunisie, il y a des noms de plein de gens. Enfin, voilà, dans les archives, il y a plein de noms, donc on les laisse, on est capable ou on n'est pas capable de les retrouver, mais c'est, par définition, la question, ce qui régit l'accès à l'archive, c'est la durée, la question des archives personnelles, 80 ans, et puis enfin, en fonction des pays, c'est plus ou moins long. Enfin, en tout cas, les lois qui régissent l'accès aux données privées sur les archives, elles sont là depuis très longtemps. Moi, en fait, moi je plaide pour ça, c'est de dire qu'en fait, tant qu'on n'a pas, on se met sous le manteau de ces lois archivistiques générales et on considère que pour l'instant, on n'a pas le droit d'accéder aux choses qui sont personnelles et que d'ici quelques années, on pourra ouvrir des choses qui sont un peu plus relatives à des dossiers plus personnels. Mais pour l'essentiel, ce qui se trouve dans des pages Facebook, ce n'est pas des données personnelles au sens familial, intime du terme, c'est peut-être des choses qui peuvent mettre en danger les personnes si le contexte politique change ou même s'il ne change pas aujourd'hui dans certains pays. Mais là, on n'a pas d'autre ressource que de réfléchir en termes de loi sur les archives de manière plus générale. Oui, je ne sais pas s'il faut remettre en question. Je lis du coup la photo. La question suivante. Oui. Le cadre juridique actuel, il est schizophrène. C'est-à-dire qu'on va vers plus d'ouverture et de transparence et en même temps, on renforce le cadre éthique de protection. Moi, je ne suis pas du tout contre la protection des données personnelles. Encore une fois, je suis même plutôt pour, a priori. Mais dans le même temps, tout ça circule énormément, partout. Donc, il y a un côté un peu absurde à être les seuls à refuser d'accéder à cette matière-là pour des raisons de protection des données personnelles. Donc, on est dans une espèce de situation étrange, en fait. Et après, encore une fois, moi, je ne pense pas qu'il faille garder tout. Donc, je pense qu'il faut aussi penser à réfléchir à ce qu'est une archive dans ce contexte. Il y a plein de choses qui n'en sont pas, qui sont juste de la circulation d'informations. Et ce n'est pas non plus très, très grave si on n'en trouve qu'un bout et qu'il y a des choses qui se perdent. Mais pour ce qu'on peut conserver, il faut le conserver avec un minimum d'attention, en effet, à préserver la sécurité des gens et leur intégrité, quoi. Merci beaucoup pour toutes ces remarques et ces questions. Je ne vois pas de nouvelles mains qui se lèvent, ni de questions dans le chat. Et on arrive de toute façon au terme de notre journée qui a été suffisamment longue et dense. Un immense merci à toi, Leïla, et à tous les intervenants. Merci infiniment pour votre participation. Et merci bien sûr au public d'être venu aussi nombreux. On est vraiment très heureux que
cette journée ait rencontré un tel succès. Ça montre qu'il y a une très forte demande et j'espère que c'est le début de quelque chose de pérenne pour le coup et de très riche. Augustin, tu veux dire un mot avant qu'on se... Je voulais à nouveau remercier Leïla et l'ensemble des intervenants. C'était très riche. Je pense que ça va nous donner à nous deux aussi, et puis à toute l'équipe de Digimag, pas mal de boulot, parce qu'il faut réfléchir à tout ça, et notamment en fait cette diversité immense, à la fois des domaines couverts, des périodes, des supports. Enfin, c'est vraiment gigantesque. Peut-être qu'il faut qu'on précise un peu plus ce qu'on veut faire. Mais vraiment, c'était super. Et puis bon, la pandémie a beau nous empêcher de nous voir, je crois que je suis vraiment très heureux que Zoom ait permis aussi à beaucoup de personnes du Maghreb de suivre cette formation. Et on espère que que ça aura été utile et fructueux. En tout cas, pour Digimag, ça l'a été. Je n'ai pas tellement de plus de prêches à faire. Mais merci beaucoup. Et puis, du coup, je ne sais pas, est-ce qu'on ferme la séance, Mehdi? Ah oui, on vous tiendra au courant, donc on mettra au moins en ligne un compte rendu et peut-être on espère des captations vidéo si cela est possible. En tout cas, on vous tiendra au courant et encore merci pour cette journée. À bientôt. Et du coup, Mehdi, peut-être donne-moi la main que je ferme moi-même. Je ne sais pas, j'espère que ça va. J'adore vos petits échanges. Ouais. Voilà, tu es animateur. Je suis à nouveau animateur? Ok, bon, du coup, à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir, ciao, ciao.